J'étais en pleine réunion du conseil d'administration lorsque la discussion de groupe familial a explosé, 15 messages en 3 minutes, car Elodie avait posté des photos immobilières professionnelles de ma maison au bord du lac, celle qu'ils appelaient le gouffre financier depuis 12 ans. Et le prix demandé trônait là comme un défi affichant 850 000 €. Mon téléphone vibrait sans cesse de messages de félicitations pour elle, papa disant bien joué, l'oncle Michel ajoutant enfin un peu de sens des affaires dans la famille, alors que la propriété se trouvait au bord du lac d'Annecy, 17 hectares avec une rive privée, que j'avais acheté en 2013 quand ils pensaient que je gaspillais ma prime de fin d'année pour une cabane au fond des bois. Ils n'ont jamais demandé ce que j'en avais fait, ils ont juste supposé que j'avais échoué comme ils le supposaient pour tout ce que je touchais, car j'ai appris très tôt que ma famille fonctionnait selon une économie spécifique où la visibilité égale la valeur. Donc s'ils ne pouvaient pas voir votre succès, le goûter à leur table ou s'en vanter au club de golf, il n'existait tout simplement pas. Mes accomplissements vivaient dans un état permanent de non-existence parce que j'avais cessé de les exhiber pour un public qui n'applaudissait que mes échecs, et ce registre fantôme a commencé quand j'avais 16 ans, le mois où l'entreprise de papa a décroché un gros contrat. Ce qui a valu une célébration au champagne et 2 semaines de conversation sur son génie, alors que le même mois j'avais fini major de ma promotion au niveau national, ce à quoi il a répondu « c'est bien » avant de retourner sur son téléphone. Le coup de ce moment fut ma compréhension que la réussite sans témoin n'avait aucune valeur dans leur économie, alors j'ai arrêté d'essayer d'être vue et j'ai commencé à construire en silence. Les photos de l'annonce d'Elodie étaient bonnes, je devais admettre qu'elle avait engagé un photographe professionnel avec des prises de vue au coucher du soleil, le ponton s'étendant sur l'eau dorée, la maison principale avec sa baie vitrée reflétant les Alpes. Mais ce qu'elle n'avait pas photographié, c'était le lodge principal du domaine, les 12 chalets locatifs, la marina avec ses 47 anneaux d'amarrage, le restaurant de 80 couverts ou la salle de réception qui accueillait 15 mariages par été. Elle avait mis en vente ma propriété phare en la qualifiant d'abandonnée, alors j'ai appelé Marc en premier, lui qui était le directeur de mon domaine depuis 8 ans, vivait à l'année dans la maison de fonction et dirigeait une équipe de 23 personnes. Marc, ai-je dit en gardant une voix posée, est-ce que ma sœur t'a contacté ? Et son rire a résonné à travers le téléphone, sincère et légèrement perplexe, ah, c'était ta sœur ? Elle a appelé pour demander des comparables de vente pour la maison du lac abandonnée, je lui ai dit que je gérais cette propriété pour toi et elle a raccroché assez vite. J'ai demandé ce qu'elle avait dit exactement et il a répondu qu'elle avait demandé si on savait qui était le propriétaire, affirmant qu'elle gérait la vente pour son frère qui avait laissé le tout tomber en ruine et ne pouvait plus s'en occuper. Et qu'elle voulait savoir à combien se vendaient les propriétés similaires, mais comme j'avais ouvert ton dossier propriétaire pendant qu'elle parlait et que la photo correspondait à son nom, c'est là que je lui ai dit la vérité. Je pouvais imaginer le visage d'Elodie quand Marc a prononcé ces mots, la façon précise dont sa bouche se serrait quand la réalité contredisait son récit, et quand j'ai demandé l'heure de cet appel, il m'a dit qu'il avait eu lieu environ 20 minutes plus tôt. La conversation familiale s'était tue, plus de messages de suivi, plus de félicitations supplémentaires, juste ce silence pesant qui signifiait que tout le monde passait des coups de fil frénétiques pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone a sonné, j'ai laissé tomber sur la messagerie, puis papa, l'oncle Michel et Elodie ont appelé 3 fois en 5 minutes. Mais j'ai retourné mon téléphone face contre table et je suis revenu à ma réunion où nous discutions de la proposition d'extension ajoutant 6 chalets de luxe et un spa, l'architecte présentant des rendus et les projections financières semblant solides. Le domaine générait 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec une marge bénéficiaire de 34%. Donc ma maison du lac abandonnée était une entreprise prospère qui employait 23 personnes et accueillait 70 000 clients par an. Ce soir-là, j'ai conduit 2 heures vers le nord à travers les montagnes automnales, les feuilles brûlant d'or et de pourpre contre le ciel s'assombrissant, un trajet que j'avais fait 700 fois et qui me donnait toujours l'impression de rentrer à la maison. Marc m'a accueilli dans le lodge principal où la cheminée était allumée, crépitant avec ce son spécifique des bûches de bouleau qui s'enflamment, et l'odeur de feu de bois et de cuir remplissait l'espace. « Ta sœur a appelé toute la journée » a-t-il dit, j'ai arrêté de répondre, ce à quoi j'ai répondu bien en me versant du café de la cafetière du personnel, ce même percolateur industriel qui préparait du café depuis 8 ans. Il m'a dit qu'avant de raccrocher, elle avait juste dit qu'il y avait eu un malentendu et lui avait demandé de ne parler de l'appel à personne, puis il a glissé un dossier sur le bureau montrant les rapports d'enregistrement d'aujourd'hui, occupation complète jusqu'en octobre.
avec le mariage de ce week-end pour la famille Durand dont la fille avait séjourné ici enfant et s'en était souvenue pour ses fiançailles. J'ai ouvert le dossier rempli de chiffres, de noms, de détails de réservation, le poids accumulé de 12 années, car chaque client qui avait séjourné ici, chaque couple de mariés qui avait choisi ce lieu, chaque famille qui revenait année après année ignorait tout de l'économie de visibilité de ma famille, ils savaient juste que le domaine existait, fonctionnait et les accueillait. Le registre fantôme avait des entrées spécifiques pour cette propriété. Août 2013, achat de la propriété annoncée à la famille au dîner, papa arrive une cabane dans les bois, classique, maman a tapoté ma main, tout le monde fait des erreurs. Coup, la conviction que mes rêves méritaient le respect, juin 2014, ouverture du domaine, envoi de photos, aucune réponse, coup, l'espoir que la réussite mériterait la reconnaissance, décembre 2016, mentionné dans le top 50 des stations de montagne, article partagé dans le chat familial. Réponse d'Élodie, l'actualité doit être calme cette année, coup, 3 ans de travail réduit à une blague, mars 2023, revenu atteignant 2,8 millions, rien dit, coup, rien, car j'avais arrêté de payer leurs taxes. Il y a une liberté spécifique à devenir invisible par choix plutôt que par circonstance, car ma famille ne pouvait pas diminuer ce qu'elle ne voyait pas, et le domaine existait dans une économie parallèle où la valeur se mesurait en avis client, en rapport de revenus, en rétention des employés et en couples mariés pleurant durant leurs vœux sur notre ponton au coucher du soleil. Mon téléphone affichait 43 appels manqués et j'ai fait défiler les messages vocaux, la voix de maman tendue par une gaieté forcée disant « Chérie, il semble y avoir une confusion au sujet de la maison du lac, appelle-moi ». Celle de papa plus directe, nous devons parler de cette situation immobilière immédiatement, et le 6e message d'Élodie qui avait perdu toute prétention, tu m'as laissé mettre en vente une propriété que tu possèdes, as-tu une idée de l'image que ça me donne? Ce dernier a failli me faire rire, l'image que ça lui donnait, car j'avais appris l'architecture de leur inquiétude, ils ne s'inquiétaient pas de violer mes droits de propriété, de commettre une fraude ou de vendre quelque chose qu'ils ne possédaient pas, ils s'inquiétaient de l'embarras, du coût social d'avoir tort à mon sujet d'une manière qui pouvait être prouvée, documentée et montrée aux autres. Marc m'a tendu un autre dossier en disant « Tu veux voir ça ?» Élodie a envoyé un email à notre adresse de contact cet après-midi après m'avoir parlé, et j'ai ouvert l'email envoyé à 14h47 disant « À qui de droit, il y a eu un malentendu concernant la propriété. Je ne suis pas autorisé à mettre ce bien en vente, veuillez ignorer toute communication précédente, c'était une erreur d'identification de propriété, veuillez retirer immédiatement toute annonce associée, Élodie Vinter. » Marc a lu par-dessus mon épaule « Erreur d'identification de propriété », c'est créatif, elle construit déjà son histoire de sortie, et je voyais le récit se former, une erreur honnête, une mauvaise annonce. N'importe qui pourrait confondre une simple maison au bord du lac avec un complexe touristique de 17 hectares. J'ai demandé si elle avait appelé le photographe et Marc a répondu, 3 fois selon Sarah à la réception, il refuse de rendre les frais de dossier. Le détricotage procédural avait commencé et chaque étape frauduleuse créait de la documentation, la facture du photographe, le mandat de vente qu'elle avait signé en imitant ma signature, les appels à Marc demandant des données de vente, les messages du chat familial célébrant la vente. La trace écrite de sa supposition que ma propriété était la sienne à liquider. J'ai passé la nuit dans le chalet du propriétaire, une petite structure nichée dans les arbres derrière le lodge principal, 2 pièces, une cheminée, un mur de fenêtre face au lac, conçu comme une retraite pour réfléchir. Tandis que la maison du lac abandonnée originale qui avait tout déclenché se trouvait à 100 mètres sur la rive, entièrement rénovée et louée à l'année comme gîte de luxe pour 4 200 € la semaine. Le matin est arrivé froid et clair, le lac était un miroir reflétant les montagnes en parfaite symétrie, et quand j'ai marché vers le lodge principal, Marc avait le café prêt et m'a dit « Ta sœur est dehors, arrivée il y a 20 minutes, elle attend dans sa voiture. » Par la fenêtre, je voyais la Mercedes d'Élodie sur le parking, elle avait conduit 2 heures pour avoir cette conversation en personne, ce qui signifiait qu'elle avait peur, le chat familial avait probablement explosé après la révélation de Marc, tout le monde exigeant des explications. Sa fausse annonce exposée, son autorité révélée comme du vol. Je me suis versé du café, j'ai ajouté de la crème et je suis sorti dans l'air matinal qui me mordait le visage, et Élodie est sortie de sa voiture à mon approche, l'air épuisé, le mascara légèrement coulé, portant les vêtements de la veille. « Il faut qu'on parle de ça », a-t-elle dit,
Et j'ai répondu, de ta tentative de vendre ma propriété sans permission, autorisation ou droit légal. Je me suis appuyée contre la rambarde du porche, le café réchauffant mes mains. Cette conversation, c'était un malentendu, a-t-elle commencé avant de s'arrêter et de recalculer, la famille pensait que tu l'avais abandonnée, tu n'en parles jamais, on a supposé qu'elle était juste là à pourrir. Vous avez supposé sur la base de quelles preuves, ai-je demandé, basé sur le fait que tu ne le mentionnes jamais, ne nous invites jamais, nous laissant croire que ce n'était rien. C'était là le grief principal, non pas qu'elle ait commis une fraude, mais que je l'ai laissé se tromper sur mon compte, que j'ai construit quelque chose d'important en leur refusant l'opportunité de regarder, juger et diminuer cela en temps réel. Élodie, tu as tenté de vendre un bien que tu ne possèdes pas, c'est de l'escroquerie, tu as imité ma signature sur des documents, c'est un faux et usage de faux, tu as encaissé un acompte d'un photographe sous de faux prétextes, c'est du vol, ce ne sont pas des malentendus, ce sont des crimes. Son visage est devenu pâle, tu n'envisages pas sérieusement de porter plainte ? Et j'ai répondu, je considère les 12 années où vous avez traité cette propriété de gaspillage, les dîners de famille où mon entreprise était une blague, la supposition que parce que vous ne pouviez pas voir mon succès, il n'existait pas. J'ai posé mon café et ajouté, tu n'as pas fait une erreur honnête, tu as fait une supposition arrogante que mes actifs étaient les tiens à liquider quand ça t'arrangeait. Elle a rétorqué, la famille ne te pardonnera jamais si tu rends ça public, mais j'ai répondu, la famille a déjà décidé que je n'existe pas sauf comme source de déception et de fonds d'urgence, leur pardon n'est plus une monnaie que j'utilise. Elle a essayé 3 fois de plus, différentes approches, la culpabilité sur l'unité familiale, les souvenirs d'enfance, promettant qu'elle expliquerait que c'était une erreur, mais chaque tentative a heurté le même mur car je n'étais pas intéressée par la gestion de ses conséquences. Marc est apparu sur le porche pour dire « Réunion du personnel du matin dans 10 minutes », Élodie l'a regardé, puis a regardé le lodge, puis la marina visible en bas de la pente où les bateaux étaient amarrés en rangée nette. « Depuis combien de temps ça fonctionne ?» a-t-elle demandé. « 12 ans, ai-je dit, tu ne nous l'as jamais dit, vous n'avez jamais demandé, vous avez juste supposé. » J'ai repris mon café et dit « Il y a une différence entre la vie privée et la tromperie, j'ai construit quelque chose, je n'en ai pas fait la publicité auprès d'un public qui ne trouverait que des moyens de le diminuer, ce n'est pas de la tromperie, c'est de l'autopréservation. » Je suis retournée dans le lodge et par la fenêtre, j'ai regardé Élodie rester assise dans sa voiture pendant 20 minutes avant de repartir, sa stratégie de sortie serait fluide et rodée, la famille accepterait sa version parce que l'alternative, admettre qu'il s'était entièrement trompé sur moi depuis 12 ans, était trop coûteuse. La réunion du personnel a couvert les opérations standards, les plannings de ménage, l'inventaire de la cuisine, les préparatifs du mariage durant. Et j'étais assis en bout de table entouré de gens qui existaient dans l'économie du domaine où la contribution comptait et où les résultats étaient visibles, mesurables et réels. Après la réunion, j'ai appelé mon avocat pour demander la documentation d'une tentative de vente frauduleuse de propriété, j'ai expliqué la situation, l'annonce d'Élodie, l'autorisation falsifiée, l'acompte du photographe. Je ne veux pas porter plainte au pénal, ai-je dit, je veux une mise en demeure formelle documentant la tentative et une barrière juridique empêchant toute action future non autorisée concernant mes propriétés. Propriété au pluriel, a demandé mon avocat, je possède 6 propriétés commerciales, ce domaine, 2 immeubles d'habitation à Lyon, un complexe commercial à Bordeaux et 2 locations de vacances, elle a tenté d'en vendre une. Je veux que les 6 soient légalement protégés avec une documentation stipulant que tout membre de la famille tentant des transactions non autorisées fera face à une action en justice immédiate. C'était construire un mur, établir des limites avec des mécanismes d'application. La documentation est arrivée en 1 semaine, lettre de mise en demeure, barrière juridique, conséquences claires, et j'ai envoyé des copies à Élodie, mes parents et l'oncle Michel avec un email d'une seule ligne concernant mes actifs. Regardez, mais ne touchez pas. La discussion de groupe familial est restée silencieuse pendant 3 mois, puis Élodie a posté une photo de sa nouvelle cuisine rénovée, maman l'a félicité, papa a admiré les comptoirs en granit, l'économie de la visibilité continuait ses transactions normales. Je suis resté silencieux, faisant défiler sans participer ni performer. 6 mois plus tard, le domaine accueillait son 100e mariage de l'année, la mariée a pleuré pendant ses vœux sur le ponton au coucher du soleil et son père m'a remercié personnellement, vous avez construit quelque chose de vraiment spécial ici, merci, ai-je dit en le pensant vraiment. Ce soir-là,
J'ai mis à jour le registre fantôme avec une dernière entrée. Octobre 2024, la sœur a tenté de vendre le domaine sans permission. Marc a exposé la fraude en une phrase, limite juridique établie, coût, rien, retour, tout. L'économie de visibilité de la famille ne peut pas taxer des actifs dont elle ignore l'existence. Les photos du mariage Durand sont arrivées la semaine suivante, la mariée et le marié sur le ponton, les montagnes derrière eux, la lumière de leur dorée faisant tout briller, et Marc les a accrochés dans le lodge principal avec les centaines d'autres photos de mariage, preuve de célébration, d'engagement, de joie, toutes ces choses qui existaient que ma famille en soit témoin ou non. Je ne leur ai jamais parlé des plans d'expansion, des 6 nouveaux chalets, du spa, du chiffre d'affaires projeté de 3,4 millions pour l'année suivante, non pas parce que c'était secret, mais parce que leur connaissance de cela n'ajoutait aucune valeur à son existence. Le domaine était réel, qu'ils y croient ou non, et c'était la leçon finale, le succès ne nécessite pas de public, il nécessite juste d'être présent, de construire soigneusement et de refuser de laisser la vision limitée des autres définir ce qui est possible. Les photos de l'annonce d'Élodie sont toujours sur mon ordinateur, je les garde comme un rappel. Elle a vu une simple maison abandonnée valant 850 000 €, j'ai construit un domaine valant 12 millions d'euros, nous avons tous les deux regardé la même propriété. Mais un seul de nous l'a vraiment vue.